Mon mignon, si t'as cliqué sur la vidéo en espérant savoir si t'as la bonne génétique pour ce sport, je suis désolé de te le dire, mais la réponse est sûrement non. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est comme quand tu soupçonnes ta meuf de te tromper. Au moment où cette pensée a traversé ton esprit, elle a déjà secoué son polochon sur le cocotier d'un bel éphèbe, bien meilleur que toi sur tous les niveaux. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, certes, on va voir qu'est-ce qui fait de toi le meilleur ou le pire athlète génétiquement, mais je te garde un happy end pour la fin, alors regarde bien jusqu'au bout cette vidéo. Première partie, on va aborder la morphologie théoriquement parfaite. Ça relève uniquement des bras de levier. C'est le même mécanisme que un pont-levis. En fait, sur le pont-levis, si la chaîne elle est accrochée là, ça va être très compliqué de monter le pont. A l'inverse, si elle est ici, en fait c'est plus simple. Avoir un buste long et les fémurs courts sur un squat va te permettre de réduire ton amplitude, et moins tu as d'amplitude, plus tu es fort sur un mouvement, et ça va te permettre d'éviter au maximum d'éloigner la barre d'un des points de production de force, à savoir tes hanches, à savoir tes genoux. Au niveau du bench, qu'est-ce que ça va apporter d'avoir une grosse cage thoracique et des bras courts? Même principe, une réduction. Et puis sur le deadlift, bras longs et buste court. Pourquoi? Sur le même principe, si tu es capable de lasser tes chaussures en étant debout, tu vas pas avoir beaucoup d'amplitude sur ton deadlift. Sur le deadlift, comme pour le squat, on va essayer de conserver un maximum de proximité entre les articulations productrices de force et la barre. Au deadlift, c'est majoritairement les hanches. Donc, si tu as un buste qui fait 2 mètres, tes hanches elles vont être très loin de la barre. A l'inverse, si tu as un petit buste, les hanches vont être plus facilement proches de la barre. Et en fait, tu vois que c'est un peu contradictoire sur les mouvements, notamment entre le bench et le deadlift, entre le deadlift et le squat. Et donc, il n'y a pas forcément de morphologie ultime en force. Deuxième élément génétique, les insertions musculaires et tendineuses. Plus un muscle est long, plus il a des potentiels pour grossir et pour produire de force. Si tu n'as que du tendon, ça va être compliqué de mobiliser des fibres musculaires. Donc si on prend un segment comme le bras ou la cuisse, moins tu as de tendons sur ce segment pour la force. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des segments pas avantageux, par exemple d'être longiligne et donc pas avantagé sur le squat, en ayant des muscles longs, des quadriceps longs, des fessiers longs, et donc qui vont t'avantager sur ce mouvement. Les insertions musculaires, c'est très bien, et le muscle va faire qu'il soit plus long ou plus court selon où il s'attache sur le tendon, mais le tendon, il faut bien qu'il s'attache quelque part. Et si je reprends l'exemple de mon pont-levis et que je le mets en comparaison avec un bras, et notamment un biceps, si le tendon de ton biceps se rattache très proche de ton coude, c'est pas du tout un avantage d'un point de vue production de force. A l'inverse, plus il est inséré loin de ton coude, mieux c'est. Je donne l'exemple d'un biceps parce que c'est très facile à imaginer, mais il faut imaginer cette complexité sur plusieurs muscles et des relations entre les muscles. Bon, ça commence à devenir compliqué d'établir une morphologie parfaite. Troisième élément important dans la part de génétique, c'est le système nerveux. Ton muscle est constitué de plusieurs couches de fibres musculaires et elles vont se contracter quand tu vas demander à ton corps de réaliser une tâche. Par exemple, faire un deadlift. Sauf qu'en fonction de la nature de la tâche, ton corps ne va pas mobiliser l'intégralité des fibres musculaires. Et un des buts de l'entraînement de force, c'est d'être capable de mobiliser un maximum de ces fibres musculaires pendant une tâche, plus d'unités motrices. Une unité motrice, en fait, c'est simplement un ensemble de fibres musculaires qui va être connecté à un neurone en charge de leur activation. Et où je veux en venir? Selon les personnes, selon simplement ton code génétique, donc ce avec quoi tu pars à la naissance, en fait, tu vas avoir un potentiel plus ou moins important d'un point de vue recrutement des unités motrices. Et selon aussi ton passé sportif, tu auras un meilleur potentiel là aussi de recrutement d'unités motrices. Donc en fait, tu peux avoir la meilleure des morphologies possibles sur le papier. Si tu as le système nerveux du taulier de l'EHPAD, ça risque d'être compliqué de performer dedans. Et tu vas devoir ramer. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour établir ce qui semble être la meilleure des morphologies. Oui, certains élus vont pouvoir cocher plusieurs cases. Mais en fait, ça, c'est les champions du monde, les top 1% de la population. Il y a de grandes chances que tu n'en fasses pas partie, je suis désolé. Est-ce que pour autant, c'est une fatalité? Tu te doutes que non, parce que sinon, il n'y aurait pas une aussi grande variété de personnes pratiquant ce sport et une aussi grande variété de niveaux. Tout ce que j'ai cité plus haut ne dépend pas de toi. La longueur de tes segments non plus. Le système nerveux, c'est pareil. Voici des athlètes qui, a priori, ont une bonne génétique et sont dans le top mondial, effectivement. Mais à côté de ça, tu as des athlètes qui, là aussi, a priori, ont une mauvaise génétique
et qui sont là aussi dans le top mondial. Et le premier élément qui va t'aider à surpasser ta génétique, ça va être ta masse musculaire. T'as beau être le mec le plus sec et nerveux de ta salle, à un moment donné, il va falloir avoir l'air d'être fort pour être fort. Et plus le ratio entre quantité de muscles et taille est important, mieux c'est là aussi. Et comment on fait du muscle? En t'entraînant dur pendant plusieurs années. Et c'est le côté le moins marrant, mais c'est celui qui marche le mieux. En choisissant des exercices et des formats simples, avec le moins de facteurs limitants possible. En t'entraînant le plus proche possible de l'échec, en mangeant suffisamment de protéines et en étant en surplus calorique, aussi infime soit-il. Et enfin, dernier élément qui peut déjouer les lois de la génétique, c'est le grind. Et je te parle pas d'une répétition qui dure 20 secondes. Je te parle de grinder des heures et des heures sur une tâche, comme à l'époque où tu farmais des heures entières les bouffetous pour pouvoir te crafter ta coiffe qui, une chance sur deux, va avoir un jet pourri. Et puis en réalité, comment savoir si tu as vraiment une bonne génétique? Les éléments visibles sont la longueur de tes muscles et tes segments. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, ton système nerveux, et ça tu peux pas le voir en te regardant dans le miroir, et tes insertions tendineuses. Et c'est pareil, ça tu peux pas le voir en te regardant dans le miroir. Ça tu pourras le voir uniquement au moment de ton autopsie. Donc est-ce que ça vaut le coup de checker son miroir et de se dire bon j'ai les jambes longues a priori et donc je serai jamais fait pour le squat, donc je vais jamais faire de FA parce qu'en fait je suis une brêle? Je suis pas sûr. On est sur un sport où il y a une énorme disparité morphologique. Tu peux retrouver des turbonins aux envergures de téléviseurs cathodiques à côté de grandes asperges capables de se gratter le creux poplité en restant debout. Et ça à tous les niveaux. Finalement en FA, il ne faut pas se demander quelle est la meilleure morphologie pour être bon, mais plutôt quelle est la pire. Et la pire, c'est la morphologie de la maigreur.